Lorsque le glas a sonné pour Brigitte Bardot en décembre 2026, à l'âge vénérable de 91 ans, ce n'est pas seulement une légende du grand écran que la France a pleuré. Le pays tout entier a ressenti un vide abyssal, perdant une icône si viscéralement gravée dans l'identité nationale que l'idée même de sa disparition semblait être une impossibilité, une faille dans la réalité. Durant des décennies, celle que l'on surnommait Bébé s'était barricadée dans une forteresse de solitude, entourée de hauts murs infranchissables, veillant sur ses animaux rescapés et défendant des idéaux tranchants qu'elle n'a jamais cherché à adoucir pour plaire à l'opinion. Cependant, à la seconde précise, où son dernier souffle s'est envolé l'attention planétaire, s'est de nouveau braqué sur elle avec une violence inouïe, réveillant une interrogation lancinante qui l'avait tagaquée comme une ombre tout au long de son existence. Quel est le véritable bilan matériel et moral laissé par Brigitte Bardot? Si l'on s'arrête à la surface des choses, l'inventaire paraît limpide et sans équivoque. On parle d'un patrimoine colossal frôlant les 65 millions de dollars, incluant des propriétés mythiques sur la Côte d'Azur et une fondation puissante qui perpétue ses initiales et son combat. Toutefois, résumer Bardot à des chiffres serait une erreur grossière. Ce qu'elle lègue réellement est bien plus complexe, plus sombre et infiniment plus dérangeant que de simples relevés bancaires. C'est un héritage forgé dans le refus sculpté par des décisions radicales qui ont scandalisé le public et traumatisé son propre cercle intime. Au fur et à mesure que le voile se levait sur les détails confidentiels de sa succession, une vérité brutale a émergé des documents notariés. La tempête émotionnelle la plus dévastatrice ne proviendrait pas des fans éplorés, mais bien du cœur même de son clan familial déchiré par des années de silence et de ressentiment. La fortune de la star est le fruit d'un paradoxe fascinant. Elle possédait une capacité à générer des millions absolument hors normes, alors même que sa relation personnelle avec l'argent frisait le dégoût et l'hostilité ouverte. Il faut se rappeler qu'à la fin des années 50 et durant toute la décennie 60, Brigitte Bardot n'était pas juste une actrice populaire, elle était une industrie à elle seule. Elle régnait sans partage sur l'économie du cinéma, dictant ses lois financières avec une autorité impériale. Au sommet de sa gloire, elle s'imposait comme la comédienne la mieux rémunérée de l'Hexagone, empochant des cachets qui faisaient pâlir d'envie les monstres sacrés masculins, brisant le plafond de verre bien avant que le concept n'existe. Pour des œuvres majeures, telles que c'est que ces Babette s'en va en guerre, La vérité, ou encore Viva Maria. Ces exigences financières atteignaient des sommets inédits pour le cinéma européen, incluant souvent des clauses visionnaires d'intéressement aux bénéfices, une pratique révolutionnaire pour l'époque, après la déflagration mondiale causée par le film culte Et Dieu créa la femme. Les studios internationaux ont cessé de voir Bardot comme une simple interprète. Elle était devenue un phénomène de société, une marque vivante. Les magnats américains lui ont déroulé le tapis rouge, proposant des contrats mirobolants pour plusieurs longs métrages, avec des salaires garantis, des villas de luxe à Los Angeles, des pourcentages astronomiques sur le box-office et des limousines, avec chauffeur pour l'ancrer définitivement dans le décor hollywoodien. Un accord titanesque sur le point d'être signé avec une major américaine vers la fin des années 50 aurait pu verrouiller sa carrière sur de multiples projets, avec une rémunération exponentielle à chaque nouveau succès. C'était le genre de pacte en or massif qui a fait la fortune colossale de stars comme Elizabeth Taylor. Mais contre toute attente, Bardot a tout balayé d'un revers de main. Ce que la star a rejeté définit sa légende presque autant que ce qu'elle a amassé. Elle a dit non à des empires de produits dérivés, bien avant que le marketing ne devienne roi. Pas de parfum, pas de ligne de lingerie et un refus catégorique des premiers ponts d'or de la publicité télévisée. Son image a été pillée, dupliquée et exploitée aux quatre coins du globe,
mais elle n'a jamais pris la peine de verrouiller juridiquement son nom comme une marque déposée. La conséquence fut désastreuse, une myriade d'entreprises a capitalisé sur l'esthétique bébé sans jamais lui verser le moindre centime de redevance. Yves Bigot, son biographe, se soulignera plus tard, avec amertume, que cette négligence dans le branding lui a probablement fait perdre des dizaines de millions de dollars tout au long de sa vie. Elle a aussi tenu tête au studio, refusant la sécurité des contrats à long terme qui lui auraient garanti une rente confortable jusqu'à ses vieux jours. Là où ses contemporaines choisissaient la sécurité financière au prix de leur liberté artistique, Bardot a opté pour le risque pur et la volatilité. Elle ne jurait que par le contrat au film par film sans engagement ultérieur. Elle renégociait sans cesse, sacrifiant souvent des montagnes d'argent pour ne pas avoir à déménager ou pour échapper à l'emprise contractuelle d'un producteur trop envahissant. Trop loin, trop dangereux, répétait-elle au sujet d'Hollywood. Elle ne parlait pas de danger physique, mais d'un péril psychologique qui menaçait son âme. Ironiquement, il ne faut pas prendre Bardot pour une naïve en affaires. Héritière d'un industriel, elle avait le sens inné de la négociation et comprenait parfaitement la notion de propriété intellectuelle. Elle fut d'ailleurs l'une des pionnières en Europe à coproduire ses propres œuvres, préférant parier sur le succès en salle plutôt que d'accepter un salaire fixe. Elle passait ses contrats au peigne fin, insérant des clauses drastiques sur l'utilisation de son visage laid, planning de tournage et surtout sa liberté de mouvement, provoquant parfois des sueurs froides chez les producteurs qui tentaient de se dompter. Mais cette soif d'indépendance absolue a fini par lui coûter très cher. Faute d'une structure solide pour gérer ses archives et défendre ses droits, Bardot n'a perçu pendant des décennies que des miettes sur l'exploitation internationale de ses films cultes. Au tournant des années 2000, elle a tenté de contre-attaquer en justice pour récupérer des pourcentages oubliés sur ses triomphes des années 50 et 60, clamant qu'elle avait été spoliée de profits pourtant actés noir sur blanc. Malheureusement, la justice ne lui a pas donné raison, estimant les faits prescrits ou les preuves insuffisantes. À ce stade, une part immense de sa fortune potentielle s'était volatilisée et avalée par les sables du temps, les astuces juridiques et une industrie cynique qui n'avait jamais imaginé qu'elle vivrait assez vieille pour venir réclamer son dû. Lorsque l'heure du bilan final a sonné pour l'icône, l'estimation de son patrimoine s'élevait à environ 65 millions de dollars, un chiffre trompeur en apparence. Contrairement au portefeuille moderne, cette somme ne reposait ni sur des liquidités abondantes, ni sur des placements boursiers diversifiés ou des actions technologiques. La quasi-totalité de cette richesse était ancrée dans la pierre, dans ses droits d'image et dans des actifs déjà cédés, légalement, à la structure qui portait son nom. Le joyau de la couronne restait incontestablement la Madrague, ce sanctuaire mythique de Saint-Tropez, acquis jadis pour une poignée de francs. Ce lieu transformé en forteresse valait désormais une fortune colossale, non seulement pour son emplacement, mais pour la charge historique et culturelle qu'il incarnait. À cela s'ajoutaient d'autres possessions, notamment la garrigue, sur les collines stropéziennes, et une villa canoise, vendue sur le tard, qui complétait ce patrimoine immobilier. Cependant, ce que Bardot ne possédait pas, c'était cette richesse exponentielle et autogénératrice que l'on observe chez les célébrités du XXIe siècle. Elle n'avait signé aucun contrat d'ambassadrice avec des conglomérats du luxe, ni prêté son visage à des campagnes mondiales lucratives. Il n'y avait aucun empire cosmétique à son nom, aucune ligne de vêtements, aucune machine à cash fonctionnant en pilote automatique après sa retraite. Sa fortune était réelle, certes, mais elle était figée statique, incapable de se multiplier d'elle-même comme le font les capitaux modernes. Le plus stupéfiant dans sa gestion financière fut sans doute la vélocité avec laquelle elle laissa volontairement cet argent lui glisser entre les doigts. Lorsqu'elle inaugura son combat pour la cause animale, en 1986, elle se lança dans l'arène, sans les munitions financières requises. Au lieu de courber l'échine devant des mécènes,
ou de chercher des sponsors corporatifs, elle choisit une voie bien plus douloureuse, l'autoliquidation. Elle se délesta de tous ses parures, son mobilier, ses toiles de maître et ses tenues de gala furent offerts au public pour générer du cash. L'engagement alla jusqu'à l'extrême lorsqu'elle hypothéqua son refuge, la Madrague, pour financer ses croisades, transformant la philanthropie en un véritable sacrifice personnel. Pour Bardot, l'opulence n'était pas un trésor à conserver jalousement ou à faire fructifier pour les générations futures. Elle envisageait son capital comme une ressource à épuiser totalement, une munition à tirer jusqu'à la dernière cartouche pour sa mission. Cette fortune, bâtie presque malgré elle, fut démantelée avec une intention froide et précise, sans souci de dynastie ou de pérennité familiale. L'argent avait afflué vers elle, car le monde était obsédé par son image, et elle s'en débarrassa, car elle refusait d'être prisonnière de ce reflet. C'est cette dualité fascinante, celle d'une femme ayant gagné comme un magnat de l'industrie, mais vivant comme une rebelle ascétique, qui définit sa légende. Ce paradoxe a sculpté non seulement la structure atypique de ses finances, mais aussi l'onde de choc silencieuse que son héritage laisse derrière lui, lorsqu'elle tira sa révérence du monde du cinéma en 1973. Brigitte n'avait que 39 ans, un âge où d'autres commencent à peine. Rarissimes sont les étoiles qui ont osé quitter le firmament à leur zénith. Mais pour elle, la gloire s'était muée en une prison dorée, irrespirable. Traquée jusque dans son intimité par des hordes de photographes, voyant ses amours se briser sous les regards, elle sombrait dans une mélancolie profonde. Son adieu au plateau ne fut pas une décision stratégique de carrière, mais une évasion vitale, une fuite pour sauver sa peau et sa santé mentale. Plus tard, elle confiera avec amertume que cette célébrité dévorante avait totalement saccagé sa vie privée, ne laissant que des ruines. En verrouillant son destin d'actrice, elle fermait simultanément le robinet de sa source de revenus, la plus lucrative et la plus stable. Dès cet instant, sa courbe de richesse cessa de grimper, selon les normes habituelles, les droits d'auteur, ne représentant plus qu'un filet d'eau. Quelques vieux contrastes de licence survivaient ici et là, mais l'envie d'accumuler ou de thésauriser avait totalement déserté son esprit. Son unique obsession était de brûler ce qu'elle possédait pour une cause qui, à ses yeux, surpassait de loin l'importance de n'importe quel héritier humain. En 1986, lors de l'annonce officielle de sa fondation, beaucoup crurent à un caprice de star, un simple prêt de nom pour la forme. La vérité était bien plus crue et financièrement périlleuse. Elle mettait sa porte au sa propre cabosasco au soviet des selles économiques d'Hambourg. En jeu, pour ce projet radical, elle l'admit elle-même sans détour, elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour lancer une structure d'une telle envergure administrative. Des décennies après avoir quitté les projecteurs, son nom restait une marque mondiale, mais ses comptes en banque manquaient cruellement de liquidité. Le ticket d'entrée pour établir la fondation, fixé à 3 millions de francs de l'époque, était une somme qu'elle ne pouvait sortir de sa poche immédiatement. Avec une intégrité farouche, elle rejeta les chèques des entreprises, le soutien des politiques et les dîners de galas hypocrites. Refusant toute bienfaiteur qui pourrait diluer la pureté de son message, elle se tourna vers la seule ressource qui lui restait, son passé. Ce qui suivit ne fut pas une simple vente de charité, mais un démantèlement méthodique de sa propre légende, objet par objet. Elle débuta avec une humilité désarmante, dressant des tréteaux sur le marché de la place des Lys pour vendre ses souvenirs aux passants. Des bracelets brésiliens, des colliers mexicains, des chapeaux iconiques. Tout ce fatras glamour devenait soudainement vital pour sa cause. Ces reliques autrefois symboles de désir et de luxe étaient réduites à leur valeur marchande brute, pour financer un combat que tous jugeaient alors futile. Face à l'insuffisance des recettes du marché, elle dut passer à la vitesse supérieure et orchestrer une opération d'envergure. C'est à Paris qu'elle organisa une vente aux enchères qui laissa le tout monde stupéfait
par l'ampleur du sacrifice consenti. Les diamants offerts par le playboy Gunther Sachs, les tenues immortalisées sur papier glacé, tout se fut dispersé aux quatre vents sans un regard en arrière. Le symbole ultime de ce détachement fut la vente de sa robe de mariée, portée lors de son union avec Roger Vadim, adjugé pour nourrir, soigner et protéger ceux qui n'ont pas de voix. Imaginez la scène, l'argenterie de famille, les meubles d'époque, les toiles de maître, tout a été liquidé. Même sa guitare fétiche s'est retrouvée entre les mains d'anonymes aux plus offrants. Absolument rien n'a été épargné au nom de la nostalgie ou des souvenirs. Bien au contraire, c'est justement cette sentimentalité qu'elle a choisi d'immoler sur l'autel de sa cause. Pour elle, se détacher de ces objets n'était pas une perte, mais une libération nécessaire. Alors que le marteau des enchères tombait, Bardot exposait la philosophie, implacable, derrière ce geste perçu par le grand public comme une véritable autodestruction de son héritage personnel. Sa phrase est devenue culte et résume tout. J'ai offert ma jeunesse et ma beauté, resplendissante, aux hommes. Aujourd'hui, je dédie toute ma sagesse et mon expérience aux animaux. Ne vous y trompez pas. Ce n'était pas qu'une belle formule pour les journalistes. C'était l'annonce d'une stratégie financière radicale et sans retour. Dès l'instant où la Fondation a vu le jour, l'ancienne icône du cinéma a restructuré l'intégralité de son immense patrimoine pour qu'il ne serve qu'un seul but, cette entité. Elle ne s'est pas contentée de faire des dons ponctuels. Elle a transféré la propriété de ses biens pour en faire les piliers inébranlables qui garantiraient la survie de son combat, bien après sa propre fin. Au fil des décennies, la Fondation s'est ainsi transformée en propriétaire légale ou bénéficiaire directe de la quasi-totalité de ce qu'elle possédait sur cette terre. Prenez son bien. Le plus mythique, la Madrague à Saint-Tropez. Ce n'était plus simplement sa maison de vacances ou son refuge, c'était devenu un actif de guerre. Cette villa légendaire s'est métamorphosée en une garantie bancaire, une caution solide pour ses batailles. Bardot n'a pas hésité à l'hypothéquer pour lever des fonds massifs contre le massacre des bébés phoques, la barbarie des corridas, la vivisection et l'horreur des abattoirs industriels. Quand les critiques s'indignent aujourd'hui du peu qu'elle laisse à sa propre famille, la réponse est cinglante. L'argent n'est plus là car il a été dépensé, et ce depuis des dizaines d'années. Au début des années 90, elle a officiellement cédé la Madrague à sa fondation, une manœuvre indispensable pour obtenir le statut si convoité de reconnaissance d'utilité publique. D'un point de vue purement juridique, la maison a cessé de lui appartenir personnellement à cet instant précis. Dans les Fässerbunden, elle est devenue le cœur battant de l'organisation. À partir de là, Bardot n'habitait plus chez elle, mais elle résidait, littéralement, à l'intérieur de sa fondation. Les royalties de ses films cultes, les droits de ses chansons et chaque centime issu de son image mythique atterrissaient directement sur les comptes de l'association, contournant sa poche. Même lorsque de très rares contrats commerciaux étaient signés, c'était toujours sous conditions strictes. Prenez l'exemple du sac Lancel à son nom. L'accord était monté spécifiquement pour couvrir les frais de fonctionnement de la Fondation, pas pour enrichir la star. Quant à Bardot elle-même, elle a adopté un mode de vie d'une sobriété qui frôle l'ascétisme. Pas de domestique et pas de yacht, rutilant aucune garde-robe de luxe. On la voyait cuisiner ses propres repas, conduire des petites voitures basiques et décrire son quotidien comme étant d'une simplicité monacale. Les interviews des années 2000 nous dévoilent une femme qui avait délibérément coupé le cordon entre son identité et la fortune matérielle. Elle le répétait souvent, « Le luxe me dégoûte. Ce que je veux, c'est le confort. Certainement pas la richesse ostentatoire. » Sur le plan comptable, cela voulait dire que Brigitte Bardot avait totalement arrêté d'amasser des richesses pour elle-même. Chaque nouvel euro qui entrait avait déjà sa mission assignée sauver les animaux. Une dévotion totale qui n'a pas été sans conséquences lourdes, en drainant presque tous ses actifs vers la fondation de son vivant
Elle a sciemment verrouillé la situation pour que son fils et ses petites-filles ne touchent que la réserve héréditaire minimale imposée par la loi. Il ne s'agissait nullement d'un oubli de sa part, mais bien d'un choix froid, calculé et assumé. Ses proches ont souvent noté que pour Bardot, l'héritage familial n'était pas sauvé, mais n'était un devoir sacré, mais une option qu'elle a choisi d'écarter. Sa vision est claire. Les animaux ne l'ont jamais trahi, ne lui ont jamais demandé de compte et ne l'ont jamais traîné devant les tribunaux. Eux ont souffert en silence et elle a répandu en leur offrant tout ce qui lui restait. À sa mort, la fortune Bardot ne sera qu'une illusion de papier. Il restera de la valeur immobilière et un capital culturel immense, mais le tout appartiendra à une organisation soutenue par des décennies de sacrifices personnels. Ce qui a vraiment choqué le public, ce n'est pas tant le don en lui-même, mais le fait qu'elle l'avait déjà réalisé bien avant de rendre son dernier souffle. La Fondation n'était pas désignée comme son héritière sur un testament poussiéreux. Elle était devenue l'extension ultime de son existence. Brigitte Bardot n'a pas construit un empire pour le léguer à sa descendance. Elle l'a bâti pour le démanteler, pièce par pièce, avec méthode et conscience, sans jamais regarder en arrière. La Madrague, ce sanctuaire marin à Saint-Tropez, n'a jamais été qu'une simple transaction immobilière. Acquise en 1958, c'est là qu'elle a cherché la paix, protégé ses bêtes, et fui un monde qui l'adulait, avec trop de fracas. Avec les années, la valeur de ce domaine a explosé en faisant le joyau incontesté de sa succession potentielle. Et pourtant même la Madrague n'était pas destinée à rester dans la famille au sens traditionnel du terme. Bardot a été limpide. La propriété finira par servir la Fondation, transformée en musée, dont les recettes seront vitales. Les droits d'entrée, même modestes, financeront la cause animale bien longtemps après qu'elle nous ait quittés. En agissant ainsi, elle a garanti que son bien le plus précieux ne serait jamais vendu pour être partagé lors d'un héritage classique. Pour son fils unique, cette décision radicale a porté un poids émotionnel absolument écrasant. Brigitte Bardot n'a eu qu'un seul enfant, Nicolas Charrier, né en janvier 1960, au beau milieu de la période la plus tumultueuse de sa carrière. À ce moment-là, Bardot n'était pas juste une célébrité. Elle était une proie assiégée de toutes parts. Sa grossesse s'est déroulée sous l'œil inquisiteur et permanent des caméras, une pression inhumaine. Les photographes campaient 6 jours distingués devant sa porte, les journaux spéculaient sur chaque détail. Et même son accouchement a été transformé en un spectacle public grotesque. Brigitte Bardot racontera bien des années plus tard l'enfer qu'elle a vécu des inconnus déguisés en médecins ou en infirmiers, n'hésitant pas à forcer l'entrée de son domicile. Imaginez des objectifs d'appareils photo collés directement contre les vitres, anéantissant brutalement le moindre espoir d'intimité. Pour l'icône mondiale qu'était Bardot, la maternité n'a jamais ressemblé à un refuge paisible. Ce fut au contraire un traumatisme profond et violent. Elle confessera par la suite avoir associé l'arrivée de son fils non pas à une vague de tendresse maternelle, mais à une terreur viscérale, un sentiment d'asphyxie et une perte totale de maîtrise sur son existence. Il régnait une véritable hystérie autour de moi, confiera-t-elle lors d'entretiens ultérieurs pour décrire le chaos de cette époque. Elle expliquera que cette invasion médiatique fut si absolue et sauvage qu'elle a définitivement brisé le lien émotionnel qui aurait dû se tisser naturellement avec l'expérience de la maternité. Selon ses propres termes d'une franchise désarmante, ce n'était pas l'enfant, Nicolas, qu'elle rejetait, mais l'instant précis et les circonstances chaotiques où il a fait irruption dans sa vie. Lorsque le couple Bardot a fini par voler en éclats et qu'elle s'est séparée de l'acteur Jacques Charrier, leur fils était encore un tout petit enfant. La justice confia la garde exclusive à Charrier, et c'est ainsi que Nicolas grandit loin de sa mère, préservé ou exilé hors de l'éclat aveuglant de la célébrité française.
Fait surprenant pour l'époque, Bardot ne s'est pas battue pour obtenir la garde. Elle n'a même pas tenté de reconstruire ou de jouer un rôle maternel conventionnel. Elle a opéré un retrait total, s'éloignant émotionnellement, géographiquement et psychologiquement de son fils. Au fil des années, alors que Nicolas devenait un homme, cette distance initiale s'est durcie dans un silence pesant et indifférent. Il était rare que la star parle de lui en public, et lorsqu'elle le faisait, ses propos étaient d'une honnêteté tranchante, frissant parfois la cruauté pure. Elle a toujours dépeint la maternité comme une chaîne qu'elle n'avait jamais voulu porter, un rôle dicté par la biologie et les événements, plutôt que par un choix de cœur. Cette transparence brutale, parfaitement cohérente avec son caractère indomptable, a fini par avoir de lourdes conséquences. Son refus perpétuel d'édulcorer la réalité ou de faire semblant a eu un prix exorbitant sur ses relations familiales. Le point de non-retour a été franchi en 1996, lors de la publication explosive de son autobiographie Initial Bébé. Dans les pages de ce livre, elle a inscrit une phrase assassine qui allait définir pour des décennies la perception que le public aurait de sa relation avec son fils. Elle y écrivait noir sur blanc qu'elle aurait préféré donner naissance à un petit chien plutôt qu'à un enfant humain. Si pour elle c'était un cri de douleur, pour Nicolas, ce fut une humiliation publique insupportable. Blessé, il a s'attaqué sa mère en justice pour préjudice moral, soutenant que la violence de ce passage lui avait causé des dommages psychologiques irréparables. Ce procès retentissant n'a fait qu'approfondir le gouffre entre eux, transformant une fracture privée et intime en un scandale national étalé dans la presse. Fidèle à sa réputation, Bardot n'a jamais retiré une seule virgule de ses propos. Elle les a justifiés en expliquant qu'ils reflétaient sa propre vérité intérieure sans intention malveillante. Ce qui en ressortit n'était pas tant un conflit financier, mais une lutte désespérée pour la reconnaissance. C'était le cri d'un fils exigeant d'être reconnu comme une personne à part entière face à une mère qui refusait obstinément de réécrire son histoire personnelle. Avec le temps, l'âge a fini par adoucir les angles de cette relation tourmentée, sans toutefois jamais vraiment effacer la blessure originelle. Bardot a fini par admettre qu'elle et Nicolas avaient renoué un contact limité, quelques coups de fil sporadiques et de brèves visites de courtoisie. Ces rencontres avaient lieu lorsqu'il quittait la Norvège pour venir à Saint-Tropez, parfois accompagné de son épouse et de ses petites filles. Elle évoquait son fils avec un mélange complexe de détachement et d'affection prudente, affirmant l'aimer d'une façon singulière, tout en reconnaissant qu'il ne serait jamais intime. Leur relation n'a jamais évolué vers une réconciliation chaleureuse au sens traditionnel du terme. Il n'y a jamais eu d'étreinte devant les caméras d'interview communes pour sceller la paix, ni de grands gestes symboliques de réparation. À la place, une trêve fragile s'est installée, un respect mutuel, mais distant des contacts polis, sans véritable proximité émotionnelle. Sur le plan strictement juridique, Nicolas Charrier demeure son unique héritier. Le droit français lui garantit une part réservataire de ce qui subsiste du patrimoine personnel de sa mère. Cependant, la nuance réside entièrement dans l'expression « ce qui subsiste », car la réalité est tout autre. Bardot avait pris ses dispositions et transféré la majeure partie de ses biens à sa fondation bien avant sa mort. Il n'y a pas eu de testament surprise de dernière minute. Aucun coup de théâtre n'est venu bouleverser l'ordre des choses. Tout avait été méticuleusement organisé des années à l'avance. Son fils a donc hérité du reste non pas des millions en liquidité, mais la part symbolique d'une vie dont les ressources avaient déjà été largement consacrées à sa cause. Pour Nicolas et ses filles, qui mènent une vie discrète en Norvège, cet héritage représentait moins une manne financière qu'une tentative d'apaisement avec une mère qui a aimé différemment. Les dernières années de Brigitte Bardot furent malheureusement assombries par de nombreuses controverses. Ses opinions politiques tranchées et ses déclarations chocs lui ont valu plusieurs condamnations par les tribunaux français pour incitation à la haine raciale. Ses prises de position radicales
ont fini par éloigner d'anciens admirateurs et ont compliqué l'élan de sympathie du grand public après sa disparition. Pourtant, même ses détracteurs les plus virulents étaient forcés de reconnaître la sincérité absolue de son engagement envers la cause animale. Si ses paroles à l'égard des humains ont souvent choqué par leur violence, ses actes pour protéger les animaux, eux, n'ont jamais failli. Cette contradiction morale l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle, transformant sa fortune non pas en trésor familial, mais en une ultime déclaration éthique. En fin de compte, Brigitte Bardot n'a pas laissé derrière elle une fortune conçue pour réconforter ses proches ou panser les vieilles blessures du passé. Elle laisse le souvenir d'une vie bâtie sur le refus de transiger, de se justifier ou d'adoucir des choix qui ont coûté terriblement cher à sa propre famille. C'est l'histoire d'une femme qui a choisi sa vérité, aussi brutale soit-elle, au détriment des conventions et des liens du sang. Pour le cercle très restreint de ses intimes, la blessure n'a jamais résidé dans les montants financiers, mais plutôt dans le message brutal que cet argent incarnait réellement. C'était le symbole d'une distance infranchissable, de priorités bouleversantes et d'une affection livrée sous une forme si étrange qu'elle échappait à toute logique conventionnelle. Et vous, où vous situez-vous dans cette controverse brûlante? La dernière décision fracassante de Brigitte Bardot relève-t-elle d'une audace absolue ou marque-t-elle un repli émotionnel définitif et glacial? Était-elle redevable envers les siens ou a-t-elle simplement toute sacrifié selon ses propres règles et son instinct? Faites entendre votre voix dans l'espace commentaire. Si ces révélations vous ont ému ou ont ébranlé l'image que vous aviez de la star, n'hésitez surtout pas à aller, ici est la vidéo, à les diffuser massivement et à rejoindre notre communauté pour explorer les faces sombres et méconnues des légendes que nous pensions avoir cernées depuis toujours